Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Merci de votre participation. Bienvenue à ce webinaire Google Analytics, comprendre la décision de la CNIL et considérer les alternatives. Donc, je suis Lionel Cherpin, je suis directeur conseil et fondateur de l'agence Empirique. Je serai accompagné de Julien Giacomara, directeur analytics d'Empirique. Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Sébastien Gantou, qui est fondateur de Digital DPO et qui va notamment nous apporter un éclairage sur cette décision de la CNIL. Donc, il y a pile un mois, le 10 février, la CNIL émettait un communiqué annonçant la mise en demeure d'un gestionnaire de site utilisant Google Analytics par rapport à des problématiques de transfert des données aux États-Unis. Et donc, nous sommes aujourd'hui pile un mois après et notre objectif, justement, va être de faire le point par rapport à cette décision, de vous donner un certain nombre d'éclairage par rapport à cette décision de la CNIL, sans pour autant prédire l'avenir, hein, parce qu'on sait que ce sujet va forcément évoluer. Et puis aussi profiter de cette opportunité pour vous aider à considérer les alternatives à Google Analytics. Au niveau de l'agenda, on aura, alors même si on a trois temps dans la présentation, on aura principalement deux temps forts. Un premier temps fort où Sébastien nous rappellera le contexte RGPD et cookies et surtout vous donnera quelques clés de compréhension par rapport à la décision de la CNIL du 10 février, hein, cette décision qui a fait l'office d'un petit coup de tonnerre vu la place très dominante de Google Analytics dans le domaine de la mesure d'audience. Et ensuite, on aura une seconde partie que nous présenterons avec Julien pour vous aider à considérer les alternatives à Google Analytics. Les objectifs, comme on essaye de le faire à chaque webinaire d'Empirique, c'est de vous apporter une information qui soit la plus objective sur la situation actuelle, vous partager nos solutions et pistes de réflexion et de surtout être concret, transparent et pédagogue. Juste un avertissement, également, on est dans un domaine juridique, dans un domaine stratégique, donc on ne peut pas évidemment vous apporter à tous les solutions sur un plateau. L'idée, c'est de vous donner des clés de compréhension, des méthodologies. On ne va pas vous dire, par exemple, à l'issue de cette présentation, il faut impérativement utiliser telle ou telle solution. Mais l'idée, c'est de vous donner quelques clés de compréhension qui vous permettent d'assez facilement pouvoir comparer les solutions et vous permettre aussi de prendre des décisions par rapport à l'avenir au niveau de votre stratégie analytique. Juste d'un point de vue organisationnel, on est ensemble pour une heure. On prendra les questions. Alors, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau sur le chat. On a aussi un système sur le chat qui permet sur la partie questions, qui permet de voter pour les questions qui seraient les plus plébiscitées. Hein, ça nous aide à les prioriser. Et on a également un mini sondage que l'on a publié sur le chat également. Et donc, on vous laissera également y participer. Ça nous aidera à voir effectivement dans la partie Google Analytics quelle orientation et quelle position vous avez aujourd'hui par rapport aux outils. Et juste une dernière chose par rapport aux questions, en fait, on a prévu de commencer à répondre à un certain nombre de questions après l'intervention de Sébastien, et puis aussi on répondra globalement à d'autres questions à la fin de cette présentation. Très rapidement, mais on va également présenter les structures, comme il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément Empirique, qui se sont inscrits à ce webinaire. Très rapidement, donc Empirique, on est une agence de marketing digital et on a deux finalités, deux raisons d'être. C'est d'améliorer la performance digitale des sites de nos clients en les aidant notamment à créer leurs actifs data. Au niveau de nos expertises, on intervient sur toute la chaîne de valeur de la donnée, donc la phase d'implémentation,
et c'est ce qui va notamment nous intéresser aujourd'hui concernant les outils analytics, les TMS. On va également intervenir sur tout ce qui concerne la partie analyse de données pour exploiter cette donnée, pour ensuite pouvoir l'activer sur trois grands leviers et canaux du marketing digital qui sont le SEO et les leviers périphériques, le contenu, l'optimisation technique, le SIA et les social ads, et également la partie optimisation de la conversion. Et une fois que l'on a travaillé sur l'activation, on va pouvoir instaurer une démarche d'amélioration continue qui va notamment se baser sur la création de produits data, sur l'utilisation de tableaux de bord. On intervient dans l'implémentation des principales solutions analytics, des principales solutions data du marché. On est notamment certifié AT Internet. On déploie également Matomo, évidemment les produits Google ainsi que Tag Commander en TMS. On intervient également sur le déploiement de CMP, de systèmes de Consent Management Platform, et également sur la création de tableaux de bord et la création de pipelines de données via des data lakes. Et dernier type d'outil sur lequel on intervient, c'est toute la partie UX et CRO pour développer la conversion des sites de nos clients. On accompagne régulièrement nos clients dans leurs projets de migration analytics. Et là, je vous ai mis un focus sur 5 clients que l'on a accompagnés récemment qui ont décidé d'arrêter d'utiliser Google Analytics et ont opté pour une nouvelle solution. Et on voit notamment qu'on a des secteurs, on a des entreprises qui sont de tout secteur d'activité, de tout type de sites, des sites e-commerce, des sites médias, des sites de contenu, des sites B2B, pour des entreprises privées, aussi pour des associations ou des collectivités. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il est possible, quel que soit son secteur d'activité, d'utiliser des alternatives. Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien qui va nous présenter rapidement Digital DPO et qui va ensuite nous présenter son éclairage par rapport à la situation actuelle. Ok, bonjour à tous. Juste un petit point, Lionel, je n'ai pas les petites flèches qui me permettent à droite et à gauche de changer les slides. Ouais. Je le ferai à ta place. Ok. Bon, donc du coup, bonjour à tous et puis merci Lionel de m'avoir convié à cet événement. Moi, je suis DPO externe. Mon cabinet intervient auprès de mes clients pour assurer la mission légale de DPO avec une désignation auprès de la CNIL ou encore pour l'accompagnement, la gestion de transition ou de formation de DPO interne ou encore en tant que chef de projet sur des projets ponctuels qui concernent les données personnelles. J'apporte mes conseils de manière à former ou informer des organisations ou des services techniques, marketing ou juridiques sur la réglementation liée à la protection des données. Et en tant que DPO, je documente la mise en conformité des traitements, des logiciels, des processus responsables de traitement au sens du RGPD. Cela me conduit à analyser la doctrine des autorités de protection des données comme la CNIL et d'éclairer le choix de mes clients. J'interviens dans le secteur des médias, du e-commerce, des fintech ou pour des acteurs de la tech. Du coup, on va vous parler du contexte RGPD et des merci. D'abord, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul. En réalité, il faut bien comprendre que le droit n'a pas vocation à définir ce qui est autorisé ou non a priori, sinon il limiterait toute liberté de vivre, de créer ou d'entreprendre que nous avons. Le droit intervient souvent en réaction, souvent sur une situation réelle, pour déterminer les limites dans lesquelles un usage peut ou ne peut pas être pratiqué. Et donc, pour comprendre, il faut dézoomer un petit peu. Et merci encore à Lionel de me permettre de le faire avec vous. Ce que je vous propose, du coup, c'est de prendre un petit peu de recul. Nous, en tant que professionnels œuvrant dans le digital, nous voyons nos métiers comme concourant à un monde digital, créant de la valeur. Et après, suivant notre profil, nous développons la capacité des entreprises ou des organisations pour lesquelles nous travaillons à se faire connaître du public, que ce soit des consommateurs ou du public pour les administrations. De l'autre côté, le public ou les autorités appréhendent le digital avec un angle qui peut être différent. Ils réagissent ou anticipent des risques qui ne visent pas individuellement nos usages, mais qui peuvent les contraindre. Donc, concernant le sujet de Google Analytics, et pour comprendre la décision dont tout le monde parle depuis un mois, il faut avoir en tête des événements qui ont fait réagir les régulateurs. Cambridge Analytica, qui aurait permis à Donald Trump d'influencer les élections en utilisant des données collectées par un test de personnalité qui a été publié sur Facebook avec près de 300 000 contributeurs. L'usage massif de bots ou des algorithmes qui génèrent du faux trafic pour surpondérer la popularité d'un influenceur, il peut être politique ou autre, ou la popularité d'idées plus ou moins extrêmes.
Avec le contrôle des contenus haineux dont on parle beaucoup en ce moment et le contrôle des fake news, l'anonymat sur Internet est remis en cause. Et ça pose donc l'importance de protéger chaque individu de l'utilisation de son identité physique par des tiers. Certains acteurs doivent pouvoir nous identifier, mais il faut maintenir notre intimité pour d'autres. À titre individuel, moi je le vois souvent avec mes enfants, on réagit souvent en disant que ça ne nous gêne pas qu'on soit suivi, mais après, quand on comprend ce que la somme des informations collectées permet de faire, on y réfléchit parfois à deux fois. Pour prendre un exemple, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait d'accord, et là je le crois vraiment, pour que les données collectées par une montre connectée ou une voiture électrique soient utilisées soit sans qu'on le sache par des sociétés d'assurance, des mutuelles de santé ou des banques. Mais par contre, on souhaite tous que ces objets nous apportent les services que nous recherchons. Un autre élément qui joue sur les positions actuelles, c'est le retour à une certaine souveraineté. C'est un élément de contexte. On parle d'indépendance européenne avec les pénuries de matières premières, le prix de l'énergie qui s'envole, le contexte avec l'Ukraine et la Russie. Et cette volonté politique vient percuter nos usages aussi dans le digital avec le recours au cloud américain. Donc, dans ce contexte, ce qu'il faut garder en tête avant d'appréhender le mouvement qu'on est en train de voir et les décisions qu'on voit apparaître, c'est que la protection des données est présente pour protéger chaque individu de l'utilisation de ces données pour des finalités détournées ou secrètes. Et c'est ce qui a conduit les autorités à réguler les transferts de données personnelles dans le RGPD. Donc, dans le RGPD, au sujet et lié au transfert de données, il faut se souvenir qu'il y a deux choses qui sont interdites par principe. Je pourrais changer la slide, s'il te plaît. Merci. La première chose, c'est de traiter des données sensibles sans analyse de risque et sans consultation éventuelle de la CNIL. S'il y a un risque réel, on consulte la CNIL avant de traiter des données qui ont trait à des opinions politiques, des orientations, des convictions syndicales, des opinions politiques, des éléments liés à la santé ou alors aux mœurs. Donc tout ça est régulé et interdit par principe et doit nécessiter de faire une analyse de risque. Et la seconde chose, c'est d'exporter les données hors de l'UE sans garantie appropriée. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en droit, quand on pose une interdiction de principe, cela équivaut à autoriser sous certaines conditions. Et donc, du coup, il est possible de transférer des données en dehors de l'Union européenne, mais avec des garanties appropriées. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des pays qui font l'objet d'une décision d'adéquation, c'est notamment le cas du UK depuis l'année dernière, de la Suisse, du Japon, d'Israël et de quelques autres pays. Et donc, on peut transférer les données à caractère personnel dans ces pays sans limitation. Ensuite, il y a des pays qui ont validé des accords internationaux, c'est le cas du Canada, ou c'était le cas des US qui ont perdu le bénéfice de leur accord en 2020, donc je vais revenir dessus tout à l'heure, on parle de Schrems II ou alors de l'invalidation du Privacy Shield. Et il y a d'autres garanties qui peuvent exister. En l'absence de garantie au niveau des États, il y a des mécanismes comme des clauses contractuelles type qui permettent d'effectuer des transferts de données. Et c'est typiquement le mécanisme de transfert qui est utilisé par Google Analytics. Quelques dates clés maintenant. 4 ans après l'entrée en vigueur du RGPD, la position des régulateurs liés au transfert de données hors UE et le recours aux cookies dans le digital se précise. Et on arrive à l'ère tant redoutée des contrôles que l'on vit depuis le début de l'année 2020. Donc en 2020 et 2021, on a eu des précisions sur les règles liées au consentement cookie. Donc ça sera aussi dans le fil de la discussion tout à l'heure sur ce dont on va vous parler. Il y a une première remise en cause des usages dans le marketing digital, des CMP, l'acceptation, le refus. L'année dernière, plus de 90 mises en demeure ont été faites par la CNIL en France. En 2020 et 2021, en parallèle, le Privacy Shield, donc l'accord international qui permettait de transférer les données vers les États-Unis, a été invalidé. Et la raison pour laquelle il a été invalidé, c'est qu'il y avait des accès potentiels du gouvernement américain à nos données et qui ont été jugés contraires à nos libertés fondamentales. Donc là, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, risque de surveillance, de manipulation de masse d'une opinion publique. Et donc, du coup, ce risque a conduit à invalider le Privacy Shield pour une raison qui est le fait que le gouvernement américain pouvait accéder à nos données. Donc, c'est une remise en cause de l'utilisation des solutions US sur le sol européen. Pour pouvoir recourir à des solutions US, il faut maintenant mettre en place des garanties complémentaires de sécurité dans le cadre des clauses contractuelles types, donc des mesures additionnelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, à ce stade, il faut vraiment que vous notiez que les décisions liées à Google Analytics, que j'ai mis dans la partie haute de la slide, ne sont pas motivées par les cookies ou par le consentement à des finalités de mesure d'audience. C'est le risque de surveillance des gens par le gouvernement américain qui est visé, et ça au travers du RGPD et pas du tout au travers des cookies. Il s'agit de la première mise en demeure sur ce sujet. Nous allons voir les principaux réseaux, mais elle pose une question forte. Elle bouscule des usages qui sont établis,
Et le recours aux services dans le cloud étant une des priorités de la CNIL pour 2022, on peut se poser aussi la question de savoir quelles sont les décisions qui pourraient arriver sur le sujet. Maintenant, on va chercher à expliquer et comprendre la mise en demeure de la CNIL du 10 février 2022. Tu peux me passer 2 slides, s'il te plaît. Merci. Donc, le 10 février 2022, la CNIL a mis en demeure un site web de vente à distance. Il utilisait Google Analytics. Alors, il faut bien noter que la CNIL a sanctionné le site et non pas Google. Elle a considéré que les transferts de données effectués vers les États-Unis n'étaient pas légaux et que le site les avait initiés. Et donc, c'est le site qui a été mis en demeure et non pas Google Analytics. Alors, ce qui est reproché en réalité, c'est d'avoir implémenté Google Analytics sur le site, ce qui a impliqué des transferts de données en dehors de l'Union européenne. Et ces transferts de données ne feraient pas l'objet de garanties appropriées. Donc, voici les éléments majeurs qu'il faut retenir. La plainte a été initiée par None of Your Business au milieu de 101 autres plaintes en 2020 dans toute l'Europe. Donc, les plaintes visaient majoritairement Google et Facebook. Les données considérées comme transférées aux US sont le Google Client ID, donc l'identifiant de GA, un ID interne de CRM et l'IP de personne, pas du terminal. L'analyse de la CNIL porte sur les transferts, et donc la voici sommairement. Le transfert de données est hors de l'Union européenne, car Google est implanté aux États-Unis. De plus, des traitements vont être effectués aux États-Unis, même s'ils sont in-memory et ne conduisent pas à un stockage des data aux US. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les transferts de données personnelles hors UE sont jugés sans garantie appropriée. Pourquoi? D'abord, les US ne sont pas un pays avec une décision d'adéquation. Il n'y a plus d'accord transnational applicable, le Privacy Shield a été invalidé. Et d'autre part, les mesures de sécurité qui sont contenues dans les clauses contractuelles type proposées par Google pourraient s'appliquer, mais la CNIL juge que les mesures apportées par Google sont insuffisantes. Selon elle, Google est fournisseur de services électroniques et donc soumis aux lois de surveillance américaines, c'est une loi qui s'appelle le FISA 702, et Google est dans l'incapacité de garantir que les données auxquelles il va avoir accès sur le sol américain ne seront pas accédées par les autorités américaines. Comme il y a un risque d'accès du gouvernement pour la CNIL, le transfert ne fait pas l'objet de garanties appropriées et ce transfert n'est pas légal. C'est la raison pour laquelle elle a mis en demeure le site. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de transfert? Ce qui est visé par les autorités, est-ce que tu peux, s'il te plaît, changer la slide? Donc là, j'ai essayé de vous le matérialiser un peu de manière schématique. Donc, on a un cas d'usage, c'est un site web qui implémente GMA et qui permet donc l'usage d'un script sur son domaine. Donc, il est responsable de traitement en termes RGPD. Il donne des instructions à Google par des paramètres privacy aussi restrictifs que possible. Google, de son côté, propose un service d'analytics qui permet notamment de faire de la mesure d'audience et de restituer des statistiques agrégées. Dans un exemple extrêmement simple, pour lequel on n'a pas de... Je n'ai pas prononcé le mot déduplication ou des éléments liés à des suivis de sources marketing gérant l'attribution. On voit que, et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est visé par les autorités, c'est le traitement aux US qui permet de localiser l'ordinateur pour déterminer, et l'utilisateur, pour déterminer le lieu de stockage de la donnée. Et c'est à cet endroit que est effectuée l'éventuelle anonymisation de l'IP. Donc concrètement, le terminal de l'utilisateur réagit au code JavaScript. Un transfert des informations est fait vers les États-Unis. Google Analytics analyse l'IP. Il détermine si les données seront stockées en Europe ou ailleurs à partir de l'IP. Il anonymise l'IP si le paramétrage du site le demande et il renvoie les données avec les données associées qui sont éventuellement des données permettant de la déduplication, de l'attribution, des données de log, le user agent ou d'autres choses, un ID de CRM. Et il renvoie les données vers un serveur européen pour qu'elles soient disponibles dans les dashboards de suivi de mesures d'audience analytique. Et donc, à ce stade, même si l'IP est anonymisé, le flux de données est passé par les États-Unis. Il contenait l'IP, il contenait des données associées, éventuellement un ID de CRM ou un ID de déduplication. Et donc, il y a eu transfert en dehors de l'Union européenne. De plus, on travaille avec un acteur qui est un acteur américain, donc qui est de droit américain, et qui potentiellement peut être soumis, quelle que soit la localisation des données. Donc là, on vient de voir qu'elles étaient parties aux US, mais quelle que soit la localisation des données, il peut être soumis aux lois de surveillance américaines. Donc, c'est ce mode de fonctionnement qui est visé par la mise en demeure.
Donc, c'est ce mode de fonctionnement qui, s'il était différent, pourrait permettre de ne pas avoir ce type de mise en demeure. Donc, se pose ensuite la question du poids de la mise en demeure et son impact. Et notamment par rapport aux instances françaises et européennes. Pour le moment, on voit une décision de la CNIL autrichienne en janvier, une mise en demeure en France et une communication il y a quelques jours sur le site de l'Autorité de protection des données du Liechtenstein. Ce n'est donc pas une décision isolée et il faut que vous compreniez que des travaux de l'ensemble des CNIL européennes les ont conduits à valider ces décisions. En plus, la mise en demeure de la CNIL en France n'a pas fait l'objection de la part des autres pays dans lesquels le site de vente à distance était positionné. Donc, on peut en conclure que les positions sont convergentes et généralisables à ce stade sur le sol de l'UE. Donc, bien sûr, des recours seront possibles, mais ils seront possibles uniquement s'il y a une sanction. Aujourd'hui, on est sur une mise en demeure, elle n'est a priori pas attaquable juridiquement. Et donc, pour le moment, ce n'est pas attaquable en France devant le Conseil d'État. Donc, la tendance risque de ne pas s'infléchir à court terme et pose du coup la question de la réaction de tout le monde, d'où aussi le webinaire qu'a organisé Lionel. Donc, il y a un risque d'extension. Pour moi, en tant que DPO, c'est très inconfortable. Est-ce que tu peux changer la slide, s'il te plaît, Lionel ? Merci. Ça maintient une période d'insécurité juridique dans laquelle on est depuis longtemps et c'est aussi une période d'insécurité opérationnelle. Donc, il va falloir surveiller les événements. Vous devez garder en tête, chacun d'entre vous doit garder en tête certaines problématiques ou les adresser avec son DPO. La question peut être posée pour de nombreux outils digitaux, donc en dehors de Google, solutions marketing ou non, dès lors qu'ils procèdent à des transferts de données individualisés en dehors de l'Union européenne. Il va falloir analyser la réglementation américaine et envisager de prendre des mesures complémentaires. La nouveauté depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est que l'adresse IP associée à des données qualifiant un individu est maintenant quasi systématiquement considérée comme une donnée personnelle. Alors, ce n'est pas une surprise pour un juriste aguerri, mais ça va créer de fréquentes questions dans les usages et nous obliger à revoir des contrats, filtrer les données transférées, les pseudonymiser et travailler sur des mesures de sécurité complémentaires. C'est une première décision en matière de transfert des données. Elle va nécessiter une veille active de vos DPO et du coup, potentiellement, des modifications des contrats qui vous lient avec vos prestataires ou vos fournisseurs de solutions. Et cette décision, pour moi, elle renforce le conseil que je donne toujours aux clients de veiller à minimiser les données transférées et d'intégrer la notion de transfert en dehors de l'Union européenne dans leur processus de choix d'outils et de roadmap produit. En gros, à produits et fonctionnalités équivalentes, rester sur des outils qui sont des outils souverains ou édités sur le sol de l'Union européenne permet d'éviter d'avoir une période d'insécurité juridique qui peut arriver en cas de remise en cause des accords nationaux. Ensuite, par rapport à ça, du coup, par rapport au transfert vers les US, on peut se demander si des solutions sont possibles. La réalité, c'est oui, il y a des solutions qui sont possibles. Mais par contre, elles dépendent du contexte, de vos usages, des outils que vous utilisez. Je ne parle pas que d'analytics à ce stade dans cette slide. La première piste, c'est un nouvel accord entre les US et l'Union européenne. Alors, il ne couvrirait que les US, mais la majeure partie des solutions, de nombreuses solutions dans le digital sont américaines. Ce serait plus simple pour nous. L'Union européenne ou Google peut être amené à en parler, mais quelles seraient les contraintes, quelles seraient les limites qui seraient imposées? Aujourd'hui, personne ne le sait. Il y a des discussions qui sont en cours. On peut se dire qu'il y a peut-être un horizon éventuel à moyen terme, probablement au-delà de 6 mois. Mais en ce moment, je pense que la capacité de l'Union européenne à travailler sur ce genre de sujet avec les États-Unis, vu les crises géopolitiques qu'on est en train de vivre, est peut-être assez limitée. À voir. On peut également imaginer obtenir un consentement spécifique et valide au transfert en dehors de l'Union européenne. Alors du coup, si on se projette un petit peu, il faudra avoir 2 consentements, est-ce qu'ils seraient successifs ou distincts? A priori, il devrait être distinct pour expliquer clairement les risques. Donc, ça veut dire qu'on aurait d'abord un consentement pour une analyse d'audience, puis un pour les transferts en dehors de l'Union européenne. Mais du coup, quel taux d'opt-in on va avoir quand on aura posé 2 fois une question, expliquer clairement que le risque, c'est une surveillance de l'oncle Sam. Je laisse les marketeurs répondre, mais j'ai des doutes sur la pertinence de cette solution-là. La solution demandée par les régulateurs pour valider les fameuses clauses contractuelles type dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont remises en cause dans les mesures de sécurité apportées par Google au transfert, c'est de ne pas donner accès à l'acteur qui héberge des données. Donc, dans ce genre de cas, on parle de Bring Your Own Key ou de Bring Your Own Encryption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut transférer les données
en les chiffrant sans que l'hébergeur y ait accès. Et donc, comme il n'y aura pas accès, le gouvernement américain ne pourra pas y avoir accès. Alors, ce système-là, ça marche très bien pour un système d'hébergement de données, ça marche très bien pour l'hébergement d'une solution interne ou d'un programme compilé, ou ça marche très bien quand on vous fournit une solution qui peut être cloisonnée vis-à-vis d'autres compartiments et d'autres clients chez le prestataire chez lequel vous travaillez. Mais par contre, ça semble complètement incompatible avec des algorithmes globaux. Et s'agissant du web, on peut se poser la question de l'impact sur la performance des solutions. Je travaille parfois dans le domaine de la publicité ciblée. Dans le domaine de la publicité ciblée, une doit réagir en 0,2 secondes. Si on commence à mettre des chiffrements intermédiaires pour pouvoir accéder à la donnée, on a forcément des temps de latence qui se créent et du coup des impacts sur les performances. Par contre, c'est ce que fait Doctolib chez AWS, donc acteur du cloud américain, Doctolib société française, transférant des données assimilées à des données de santé pour les données de rendez-vous. Et donc, ça a été validé notamment dans une décision du Conseil d'État il y a quelques temps liée à la prise de rendez-vous pour les vaccins. Mais encore une fois, ça crée des risques de latence. Il y a des investissements parfois conséquents à faire et en plus, le recours à des algorithmes globaux de tiers américains semble compliqué dans cette situation-là. Après, je ne me prononce pas sur le plan technique, peut-être que c'est possible, mais en tout cas, à ce jour, moi, je n'ai pas vu d'exemple. Après, on peut aussi imaginer une frontiérisation des outils. Alors, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, hein, j'ai essayé d'en trouver un, mais je n'ai pas réussi. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est une société dans l'Union européenne met en œuvre une solution éditée par un acteur américain sans partage de données avec l'éditeur de la solution. Donc, il y a des projets de Microsoft ou de Google qui ont été annoncés, mais quid du timing dans lequel ils seront réalisés et quel type de solutions seront concernées? Pour l'instant, c'est encore un peu diffus et sans réel. Enfin, on n'est pas encore en période de test, donc savoir si ce sera possible pour quelle solution et dans quel timing, c'est un peu compliqué. La dernière option, c'est de mettre en œuvre des mesures de sécurité, des données complémentaires sans ce fameux BIOC ou ce fameux BIO. Mais pour répondre aux exigences des DPA comme la CNIL, ça semble difficile quand on a recours à des algorithmes globaux. Google ne se prononce encore pas pour le moment, donc je ne sais pas dire s'il saura à moyen terme apporter des solutions techniques qui ne dépendent pas d'accords juridiques transnationaux, mais en tout cas à ce stade, on est dans une impasse avec l'utilisation de Google Analytics et sans solutions qui sont apportées. Et donc l'autre piste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de travailler dès que l'on peut avec des outils conformes by design à la réglementation. Et cela simplifie les choses, assure la pérennité des développements qui sont effectués. Et ça me donne une transition toute trouvée pour la suite, mais peut-être qu'on a déjà quelques questions à prendre à ce stade. Merci beaucoup, Sébastien. Alors oui, on a pas mal de questions. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous pouvez utiliser l'onglet dédié dans le chat questions, ça serait plus simple pour qu'on puisse les gérer. Alors, si je reprends rapidement une question de Mehdi, une mise en demeure n'est pas une sanction? Non. Effectivement, une mise en demeure n'est pas une sanction. Par contre, une mise en demeure est normalement associée à un délai de remédiation demandé. Et si l'acteur ne se met pas en conformité, ensuite, il encourt une sanction. Il passera en commission plénière auprès de la CNIL et risque une sanction. Et donc, à partir d'une sanction, elle sera éventuellement juridiquement attaquable par rapport à une question qui m'avait été posée dans un autre webinaire il y a quelques temps. Donc, si jamais un site était sanctionné, ce site pourrait porter appel auprès du Conseil d'État de manière à attaquer la sanction. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une mise en demeure. Par contre, la position de la CNIL et des autorités de protection des données est clairement affichée. Alors, j'ai pas mal de questions sur différents outils. Quid de Google Ads? Ouais, avec Google Ads, on a un peu le même type de problématique. On a un identifiant unique. On a des préférences des utilisateurs, que ce soit lié à leur segment d'appétence ou leur segment d'intention. Les données sont transmises au travers de la chaîne publicitaire à des acteurs qui peuvent, d'ailleurs Google ou d'autres acteurs, le tout sans avoir d'informations préalables au lieu et à la localisation et au régime juridique qui peuvent s'appliquer sur les acteurs qui vont traiter les données. Ça fait partie des choses qui ont été, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais qui ont été évoquées par l'autorité de protection belge, qui a rendu un avis il n'y a pas longtemps sur le TCF, le Transparency and Consent Framework, donc le système qui régit la publicité digitale et le consentement dans la publicité digitale qui est édité par l'IAB.
Le point des transferts n'a pas été adressé directement dans la décision, mais par contre, l'autorité de protection des données belge a évoqué le fait que le sujet des transferts devait être réfléchi aussi dans le cadre du RTB, parce qu'à son sens, il y avait des choses qui étaient à voir. Donc oui, Google Ads. Pardon, vas-y. Non, oui, effectivement, Google Ads met un grand nombre d'outils dès lors qu'il transfère des données à caractère personnel en dehors de l'Union européenne et auprès d'acteurs qui ne sont pas immunisés de réglementation extraterritoriale comme peuvent l'être certaines réglementations américaines ou d'autres pays. J'ai une question autour de… on va prendre encore 2 questions. Adobe Analytics, quid? Pour moi, Adobe Analytics fonctionne quasiment intégralement comme Google Analytics. Alors, je ne suis pas un expert de la solution sur le plan technique, mais dès lors que les données sont transférées à un acteur américain, même si elles sont localisées en Europe, il peut y avoir du coup un transfert. Il y a un transfert de données en dehors de l'Union européenne et il pourrait y avoir le même type de sanction, à mon sens. Une dernière Après, question. on est dans la limite de ce que j'appelais la frontiérisation. Si cet acteur fait en sorte de pouvoir localiser les données en Europe, ne pas y accéder, sous-traiter son activité auprès d'un acteur européen de manière à faire en sorte que sa solution ne puisse pas être accédée des États-Unis et ne puisse pas faire l'objet d'une demande d'accès des autorités US, il est possible d'imaginer des choses. Et on va reprendre une dernière question de Mathieu. Quels sont les risques à court terme financiers pénals pour les sites éditeurs qui ne seraient pas en conformité avec un logiciel de suivi respectueux des données? Alors, je crois que c'est le bagne à Cayenne, le risque à court terme, mais Sébastien, peut-être nous le confirmer? En fait, c'est un peu compliqué parce que la sanction en RGPD, elle est pas, c'est pas l'infraction qui est liée à un niveau de sanction. C'est qu'en fait, il y a une appréciation d'un niveau de risque qui est effectué par les autorités de contrôle et en fonction du niveau de risque, ils fixent un niveau de sanction. Donc, si je voulais vous faire peur, je vous parlerais de 2-4% du chiffre d'affaires, 10 à 20 millions d'euros, sachant que c'est le plafond le plus haut qui est appliqué. Mais en réalité, ça se passe rarement comme ça et c'est lié à l'activité, à la taille des sociétés et c'est lié au degré d'intrusivité pour les gens. Je ne m'amuserai pas à essayer de fixer un niveau. Par contre, si on regarde et si on essaye de se demander sur ce type de transfert s'il y a déjà eu des sanctions, pour moi, il n'y a pas eu de sanction de la part d'autorité de protection des données. Par contre, il y a un tribunal d'instance en Allemagne qui a sanctionné un site pour une personne à hauteur de 100 euros. Donc, si on se dit que ce site, si vous vous dites que ce site aurait pu faire l'objet d'une plainte de la part de 10 ou 15 000 personnes, 10 ou 15 000 fois 100 euros, on atteint des chiffres qui sont assez importants. Je ne sais pas si c'est le chiffre qu'il faut retenir, mais en tout cas, il y a un vrai risque financier dès lors que les mises en demeure sont faites, qu'on ne peut plus présumer du fait qu'on puisse utiliser cet outil sans souci. Il y a potentiellement un risque financier fort. Super, merci. On va avancer. On est un petit peu en retard. Le sujet est vaste et génère pas mal de questions de façon légitime. On reprendra un temps à la fin de cette présentation pour répondre à ces questions. Merci encore Sébastien pour ton intervention. Du coup, on va passer à la seconde partie sur la question des solutions et la question des alternatives à Google Analytics. Et on va notamment faire un focus sur 2 solutions, AT Internet et Matomo. Alors aujourd'hui, déjà, il faut bien se rendre compte qu'on est quand même dans une situation… alors, c'est des statistiques que j'ai eues, c'est une étude que j'ai trouvée qui est la plus récente et avec des statistiques au niveau mondial. Mais on est dans une situation de quasi-monopole pour Google Analytics avec 74% de part de marché. Et ce n'est pas très étonnant vu la position de Google au niveau global et puis aussi la gratuité de sa version principale, même si on a une version premium. Et cette question aussi de monopole, elle influence… Sébastien s'est déconnecté, j'espère qu'il va pouvoir se reconnecter, mais elle influence aussi peut-être la décision de la CNIL parce que
quelque part, elle donne accès à Google à un certain nombre, à un volume d'informations assez conséquent qu'aucun autre outil analytique est en mesure d'avoir aujourd'hui dans le monde. Les principales alternatives à Google Analytics dans le monde, on retrouve notamment Adobe, anciennement Omniture, qui est une solution également incontournable. On retrouve la solution IBM, anciennement Coremetrics, et puis des solutions historiques comme Piwik, comme AT Internet, qui est aujourd'hui qui a été racheté par la société Piano. Au niveau, donc là, dans les solutions mondiales, au niveau des solutions qui sont exemptées du recueil de consentement par la CNIL, voilà les solutions qui sont avancées par la CNIL sur son site. Il y a une page dédiée avec les différentes solutions. D'ailleurs, je vous encourage à régulièrement aller voir cette page parce qu'il est probable que l'on ait régulièrement dans les prochains mois, prochaines semaines, des nouvelles solutions qui soient exemptées. Et en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va constater, c'est qu'on a deux types de solutions analytics qui vont être exemptées, des solutions, on va dire, généralistes qui vont se rapprocher de Google Analytics dans le fonctionnement et dans les dimensions et dans les collectées et dans les fonctionnalités utilisées, et puis des solutions qui vont être plutôt spécialisées sur une brique analytics. Si je prends Content Square sur la partie UX, Visali sur l'attribution, par exemple, ou d'autres solutions concernant la personnalisation ou l'activation. Concernant justement la question de l'exemption d'une solution, qu'est-ce que ça veut dire être une solution exemptée? Ça veut dire que globalement, il est possible que la solution commence à collecter des données statistiques, même si l'internaute n'a pas encore accepter le dépôt des cookies via un bandeau cookie, voire même la refuser. Parce que la CNIL considère que certains cookies qui sont considérés comme strictement nécessaires au fonctionnement d'un site, c'est par exemple les cas des cookies de mémoire de panier d'achat, d'authentification automatique, sont considérés comme strictement nécessaires au fonctionnement d'un site et donc peuvent être exemptés du recueil de consentement. Et donc, on a la même application pour certains traceurs de mesure d'audience à condition de respecter ces deux grands critères. Le premier critère majeur, c'est d'avoir une finalité de traitement qui soit strictement limitée à la mesure d'audience. C'est-à-dire que si les données collectées sont derrière réexploitées à des fins publicitaires, de fait, on est obligé de recueillir le consentement puisque la finalité de traitement sort du strict cadre de la mesure d'audience. L'importance aussi, c'est de pouvoir produire des données statistiques anonymes. Évidemment, on le verra tout à l'heure dans le détail. Collecter les données de vente par l'intermédiaire de toutes les données de transaction, forcément, une transaction va remonter des données anonymes. Donc là, il faut recueillir le consentement. Par contre, si c'est juste produire une donnée statistique globale, anonyme, telle que le chiffre d'affaires, là, effectivement, on peut revendiquer l'exemption. Le deuxième principe, c'est de respecter les principes généraux du RGPD. On ne va pas entrer dans le détail, mais notamment le fait qu'un utilisateur a le droit d'accès, d'opposition et de portabilité à ces données et aussi d'avoir une transparence sur le lieu de stockage. C'est ce que notamment Sébastien nous a expliqué par rapport à la décision de la CNIL. Et donc, si on prend le cas de Google Analytics, forcément, la finalité de traitement ne se limite pas à la simple mesure d'audience, puisque les données analytics vont être collectées pour enrichir les algorithmes publicitaires. Google Ads, Display, YouTube. Et quelque part, c'est normal. On ne vous met pas à disposition un outil gratuit pour la beauté du geste. On vous met à disposition un outil gratuit pour, en contrepartie, récupérer des données qui vont venir influencer les algorithmes publicitaires. Et ce qu'on observe d'ailleurs au niveau de la propriété analytics, c'est que si on désactive l'option de partage des données, on a quand même une mention, c'est très clair, et c'est une copie d'écran que j'ai fait hier. Si vous désactivez cette option, des données pourront tout de même être transmises aux autres produits Google associés à votre propriété. Et donc là, on voit bien qu'au-delà de la décision de la CNIL récente qui a déclaré entre guillemets Google Analytics illégal concernant ce site web, de toute façon, quelle que soit l'évolution de cette affaire, on a du mal à croire que Google passe en quelques semaines d'un statut d'outil entre guillemets illégal à un statut exempté. Et donc pour nous, le sujet de dire aujourd'hui, il est fondamental
de considérer les outils exemptés parce qu'aujourd'hui, quand on observe les taux de consentement sur les fameux bandeaux cookies qui ont fleuri sur nos sites depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, et là, je remercie au passage Commanders Act qui m'a livré hier soir une étude fraîchement mise à jour. Hein. On a l'information en primeur. Donc, ils ont réalisé récemment une étude de comportement sur 285 bannières qui exploitent la CMP de Commanders Act. Et on se rend compte qu'en moyenne, les taux de consentement, donc le pourcentage d'internautes qui vont accepter le dépôt des cookies, est en moyenne de 45% sur desktop et 66% sur mobile. Donc, c'est très faible. Ça veut dire que globalement, vous utilisez Google Analytics ou autre solution non exemptée, vous récoltez de la donnée sur un panel de données qui est faible. Et quand on sait qu'aujourd'hui, qu'on a des problématiques par rapport notamment aux ad bloqueurs qui vont peut-être potentiellement vous éloigner de 30% de votre audience, finalement, vous allez récolter une faible part de votre audience réelle qui n'est pas forcément représentative. Et c'est quand même un problème majeur. On sait de toute façon que les outils analytics ne peuvent pas être toujours d'une extrême fiabilité, mais là, aujourd'hui, on se coupe peut-être de 50 à 80% de son audience réelle par rapport à toutes ces problématiques. Donc, le recours à une solution exemptée, au-delà, encore une fois, j'insiste, mais pour moi, c'est vraiment un élément fondamental, au-delà de ce qui va se passer dans les prochaines semaines sur Google, on a du mal à croire, même si on ne peut pas prédire l'avenir, que Google Analytics devienne dans les prochains mois une solution exemptée. Et donc, considérer une solution exemptée, c'est s'appuyer sur des outils statistiques qui ont quand même une plus grande fiabilité parce qu'ils peuvent être en partie déployés sur les sites sans le recours au consentement. Et donc, c'est quand même un élément pour nous extrêmement important. Et Julien va maintenant vous parler de ce qu'il est possible de faire avec des solutions exemptées et vous faire une rapide démo d'AT Internet et de Matomo pour vous montrer que ces outils n'ont pas du tout de complexe à avoir par rapport à Google Analytics. Merci Lionel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, quand on fait de l'analytics, en fait, on a deux objectifs principaux. D'une part, prendre de meilleures décisions pour son analyse de dispositif digital et d'autre part, personnaliser les relations avec ses prospects et ses clients en activant la donnée digitale collectée. En utilisant une solution exemptée, on se prive d'emblée du deuxième point, à savoir la personnalisation. En revanche, l'analyse de son dispositif et de ses performances reste tout à fait possible. On peut tout à fait analyser son trafic, sa performance d'acquisition, les éléments techniques relatifs aux catégories d'appareils, aux navigateurs, au système d'exploitation, les pages les plus consultées, les temps passés, les taux de rebond, ainsi que l'ergonomie de son site, que ce soit sur les pages consultées ou les parcours de consultation. Dans l'idée, on vous présente ici une catégorisation des principaux indicateurs, des principales dimensions et des principales métriques qui sont retrouvées dans Google Analytics, mais également dans d'autres outils de web analyse. Et on vous met en fait en face un niveau de validité en fonction de l'obtention du consentement ou non. Alors, comme vous pouvez le voir, très concrètement, sans consentement, on a quand même moins d'informations, évidemment, mais on a quand même beaucoup d'informations relatives à l'audience et à la source de trafic, à l'acquisition. Il est important de souligner que sans consentement, on ne peut pas faire une analyse au niveau de la campagne. On va se limiter de la source, que ce soit du SEO ou du trafic payant. De la même manière, sur les comportements, on peut s'intéresser au parcours de navigation, aux pages consultées, aux pages de sortie, au temps passé, ainsi qu'aux interactions réalisées sur un site. Je suis donc tout à fait en capacité de suivre les clics sur tel ou tel bouton ou les envois de formulaires du moment que je ne récolte pas d'informations personnelles au moment du tracking. Il est très important, Sébastien et Lionel l'ont répété à plusieurs reprises depuis le début du webinaire, les données doivent être parfaitement anonymes au moment de la récolte. Donc, là, on voit bien quand même qu'avec une version exemptée, on récolte quand même déjà un certain nombre d'informations et on prend quand même un certain nombre déjà de décisions hyper intéressantes sur les contenus, sa stratégie d'acquisition, sur son parcours, sa navigation. Et donc, on est déjà en capacité de bien piloter sa performance digitale avec une solution exemptée. Il y a un point important pour reprendre celui qu'a donné Lionel tout à l'heure, au niveau des transactions. Sans consentement, on ne peut pas récolter l'identifiant de la transaction qui pourrait
être considéré comme une donnée personnelle. En revanche, on peut récolter le chiffre d'affaires et donc consulter son total de chiffre d'affaires généré sur son site web. Donc, c'est important, on est dans ce cas-là, et c'est là où on vous donne une vision, mais on est à chaque fois dans une analyse au cas par cas. Ça, c'est important, où chaque responsable de traitement dans l'entreprise doit être en capacité, en cas de contrôle, de justifier la récolte de certain nombre de données et le fait que, et de les justifier comme strictement nécessaires et de considérer que les données collectées sont strictement anonymes. Donc, c'est là où voilà, on vous donne une vision par rapport aux outils, mais évidemment, il y a une appréciation au cas par cas qui est nécessaire. Dans les faits, étant donné qu'on parle d'Internet et de Matomo, vous pouvez retrouver les mêmes dimensions et les mêmes métriques dans ces outils-là. Alors, pour être un peu plus précis, on apporte une distinction sur Matomo entre la version auto-hébergée, c'est-à-dire pour laquelle vous gérez de manière autonome l'hébergement sur des serveurs dont vous êtes propriétaire, ou l'hébergement sur le cloud, donc sur des serveurs dont Matomo est propriétaire. Et donc, dans les faits, concrètement, avec l'exemption de consentement, les données récoltées ne changent pas d'un outil à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous utilisez un outil exempté comme AT ou Matomo que vous allez pouvoir tout récupérer. Vous aurez besoin du consentement. En revanche, d'un point de vue fonctionnalité, on peut voir qu'ici, AT Internet et Matomo proposent les mêmes que celles proposées aujourd'hui par Google Analytics. La seule différence reposerait sur les heatmaps et les session recording qui ne sont pas possibles dans AT Internet et qui pourraient tout à fait être réalisés avec un autre outil du type Hotjar. Par la suite, on vous propose un benchmark assez sommaire sur les grands critères de choix d'un outil de web analyse. Et ce type de critères doit être ceux qui vous orientent dans le choix de votre outil. D'accord ? Sur le premier critère, je te coupe, Julien, mais juste une précision. On va mettre en téléchargement à partir de lundi prochain un benchmark complet, donc qui reprend un certain nombre de slides et d'éléments de cette présentation, mais aussi qui va plus loin dans l'analyse de tous ces critères-là. Donc, on est en train de le finaliser. Vous l'aurez en téléchargement sur notre site. Je vais mettre une notification avec le lien et voilà, qui vous permettra d'avoir le détail de cette analyse. Voilà. Désolé, je te laisse la parole. Pas de problème. Je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'on ait assez de temps pour répondre aux questions d'ici la fin. Donc, selon les critères, d'abord sur la data privacy, évidemment, on en a beaucoup parlé. Google Analytics est en retard par rapport aux autres solutions. On met cependant Matomo en auto-hébergé au-dessus d'AT Internet et de Matomo dans le cloud pour la simple et bonne raison que vous êtes complètement maître de la situation de la donnée, de son emplacement et de son stockage. D'un point de vue data quality, on donne un avantage à AT Internet par rapport à Matomo et par rapport à Google Analytics, car il n'y a pas d'échantillonnage sur AT, également sur Matomo. On considère encore qu'AT Internet est supérieur à Matomo puisque la récupération des données en temps réel est très efficace. On peut le faire à la minute près et de manière complètement fiable. Sur l'onboarding, du moment où le consentement a été obtenu, évidemment, l'avantage est donné à Google Analytics grâce à sa capacité à s'inscrire dans un écosystème digital très dominé par les outils Google. On pense à Google Ads, on pense à la Search Console. Ces intégrations sont plus délicates pour Matomo qui propose moins de ponts avec d'autres outils digitaux. Ce n'est en revanche pas vraiment le cas pour AT qui propose néanmoins beaucoup de ponts avec d'autres outils. Sur la data personnalisation, on donne l'avantage également à AT Internet qui, grâce à sa suite Delta, propose une énorme marge de manœuvre d'un point de vue personnalisation du data model. Vous avez la possibilité de créer des dizaines et des dizaines de dimensions et ou de métriques supplémentaires, tandis que sur Google Analytics, nous avons des plafonds, ainsi que sur Matomo. Concernant la data manipulation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec AT Internet, notamment sur le fait de pouvoir requêter de manière très personnalisée tous les champs alimentés par votre tracking. Google Analytics le permet également, notamment sur Google Analytics 4 dans la section Explorer. Matomo, de ce point de vue-là, est un peu plus pauvre. Concernant les insights, donc la mise à disposition d'enseignements, d'informations, on va dire intelligentes, automatiques par les outils, ici encore, AT Internet prend la première place selon nous, et c'est notamment grâce à leur solution, à leur outil nommé Axon, qui permet
devoir remonter dans son interface des informations intelligentes relatives à des anomalies ou des franchissements de seuils statistiques automatiquement détectés par l'outil. Pour la data démocratisation, on considère que tous les outils sont au même niveau. Aujourd'hui, tous ces outils proposent des exports de données, des données stockées, vers des outils de business intelligence ou vers des outils permettant de générer des data lakes. Et enfin, sur la data activation, il y a un point qui est important ici. Donc, le consentement est évidemment nécessaire. Google Analytics serait devant, puisqu'encore une fois, complètement intégré dans un écosystème digital qu'il domine largement. On l'a vu tout à l'heure. Simplement, on l'a mis en gris, puisque c'est potentiellement justement cela qui est reproché à Google Analytics par la CNIL, c'est-à-dire le fait de pouvoir diffuser ces informations, même si la fonctionnalité n'est pas activée, vers les autres outils Google. Donc, comme l'a dit Lionel, ce benchmark pourra être récupéré de manière plus complète par la suite via un formulaire. Comme on est un peu en retard, je ne sais pas si on va pouvoir passer tous les… Non, je pense que je vais… Mais juste voilà, tu peux nous dire ta vision, ta synthèse sur les outils. En clair, aujourd'hui, comme l'a dit Lionel, la question n'est pas de savoir si Google Analytics sera illégal ou non, la question est de savoir comment capter le plus d'informations possible. Donc, quelle solution exemptée choisir? En synthèse, si vous avez un site web qui a un trafic faible à moyen, pour lequel vous n'avez pas beaucoup de besoin d'import de données personnalisées ou de croisement avec d'autres outils, on vous conseille d'utiliser Matomo. En revanche, si vous avez un site web avec un fort trafic, beaucoup d'ambition d'un point de vue manipulation de données, segmentation, analyse avancée, l'outil tout indiqué serait à ce moment-là AT Internet. Et c'est vrai qu'au niveau AT Internet, on a une infrastructure qui est quand même capable d'encaisser des charges d'audience assez importantes. C'est AT Internet, équipe Rakuten, Le Bon Coin, Le Monde, donc des sites à forte audience. Et on va tout de suite vous faire une très rapide démo, mais il y a quelques pépites en termes d'analyse, qui est le module Axon et puis la capacité à visualiser les parcours en burst. Et finalement, au niveau du prix, oui, c'est un peu cher. Enfin, c'est un peu cher. C'est un certain coût par rapport à Google Analytics, mais finalement, 355 € par mois, moi, je trouve assez peu cher. Excusez-moi l'expression, mais c'est moins cher qu'un stagiaire. Et voilà, et on a quand même un outil fiable, robuste, exempté, qui a quand même un certain nombre d'atouts en termes d'analyse. Et côté Matomo, effectivement, l'outil est intéressant et moins cher quand on est dans la version cloud, avec un outil à 19 € par mois pour la version de départ. Et quand on est sur un niveau de hit, puisque les outils facturent en nombre de hits, on a un tarif qui est équivalent, qui est de 109 € quand il est de 355 € chez AT Internet. Mais l'outil est quand même moins robuste, on peut moins manipuler la donnée. Et sur la partie auto-hébergée, certes, la version est gratuite, mais il faut faire attention aux coûts cachés. Donc, de toute façon, ces slides-là seront disponibles et je vais tout de suite mettre le call to action si vous voulez vous inscrire sur notre formulaire pour recevoir le benchmark complet. Et puis, on est évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Je te laisse rapidement partager ton écran pour faire une rapide démo, Julien. Ouais, je récupère le partage. Merci Lionel. Donc, brièvement, je vais vous montrer les interfaces d'AT Internet et de Matomo. Alors, il y a un point qui est très important et qui a été souligné par Cédric dans le chat. Effectivement, les solutions ne sont pas forcément exemptées de consentement. Il faut faire le paramétrage adapté et exigé par la CNIL pour prétendre à l'exemption. C'est ce qu'on a en place sur le site d'Empiric. Voilà, vous devriez voir mon écran actuellement. Je vous montre d'abord Matomo. D'accord. Donc, nous avons une configuration parfaitement exemptée de consentement sur le site d'Empiric qui récolte les informations suivantes. Donc, vous devez sans doute reconnaître les différentes sections qui sont assez communes avec celles de Google Analytics. L'idée n'est pas de tout vous montrer, mais de vous montrer qu'on peut tout de même prétendre à plusieurs types de rapports standards, comme les pages les plus consultées, comme des événements, ou comme des informations relatives aux sources de trafic. Concernant AT Internet,
Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Je vais d'abord m'attarder sur le module Axon, qui peut être activé très facilement en cliquant sur ce bouton. Ça tombe bien, j'ai un effet d'erreur en live, c'est pas grave, on va changer de plage de date. J'espère que ça fonctionne cette fois-ci. Voilà, donc là il est activé. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux informations qui m'ont été données automatiquement par Axon, à savoir premièrement que j'ai eu un pic à un moment donné sur une valeur attendue et une sous-performance à un moment donné. Et comme, alors je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur mon écran, en tout cas, on a un trend qui m'est proposé sur la donnée enregistrée jusqu'ici, qui me permet de voir la donnée attendue qui aurait dû être celle générée sur mon site et l'écart avec la réalité. Et j'ai également une transposition en face sur la performance attendue à cette journée, enfin sur la journée d'hier, pardon, pour voir si oui ou non j'étais dans le trend. Un autre point intéressant sur Internet que vous n'aurez pas sur d'autres solutions, en tout cas pas directement dans l'interface, mais plus via des outils de data visualisation, vous avez une visualisation qu'on appelle Sunburst. Alors, elle est très jolie. Ce n'est pas forcément le Graal, d'accord? Mais elle a au moins le mérite de faciliter l'analyse sur les parcours réalisés par vos visiteurs. Par exemple, si je m'intéresse à cette étape, puis à celle-ci, celle-ci, et enfin celle-là, je peux voir du coup le principal parcours réalisé par les visiteurs du site via Internet. Et comme on peut le voir ici, ça concerne avant tout le webinar, et c'est une bonne chose. C'est pour ça que vous êtes présents ce matin. Voilà globalement une présentation de l'interface qui est assez proche en fait de celle que vous pouvez avoir sur Google Analytics, mais, et vous l'avez dit dans le chat déjà, qui va impliquer une conduite du changement. Et Lionel, du coup, je te laisse la parole pour finaliser. Merci Julien. Alors effectivement, c'est très rapide. Encore une fois, voilà, nos slides seront disponibles, une partie des slides disponibles en téléchargement à partir de la semaine prochaine. On est évidemment à votre disposition si vous souhaitez qu'on réponde à vos questions sur l'implémentation d'AT Internet ou l'implémentation de Matomo. Il y a aussi évidemment d'autres outils à considérer. Pour moi, ce qui est important de retenir, en tout cas, c'est que vraiment les solutions exemptées, pour nous, elles sont incontournables aujourd'hui parce qu'elles permettent de recueillir des données sur des panels d'audience qui sont représentatifs, parce que je pense que les taux de consentement qui sont aujourd'hui en moyenne de 45% risquent aussi de s'éroder avec le temps et l'usure des internautes par rapport aux techniques de nudge marketing qu'on retrouve sur les bandeaux cookies, hein, le fameux continuer sans accepter en haut à droite. Donc, on risque d'avoir une érosion des données collectées. Et donc, une donnée exemptée permet de recueillir déjà un certain nombre d'informations qui permettent déjà de prendre pas mal de décisions dans son pilotage quotidien. C'est évidemment pas exhaustif. On a des analyses que l'on ne pourra pas exploiter sans le consentement. Donc, il y a toujours un enjeu de gérer son consentement, d'utiliser une CMP, mais on prend déjà un certain nombre de décisions. Et par rapport à ces alternatives, nous, on a fait le focus sur AT Internet, Matomo en version auto-hébergée et en version cloud. La version auto-hébergée de Matomo est intéressante parce qu'on a cette maîtrise totale de la donnée, mais par contre, elle implique un certain nombre de frais, notamment de coûts cachés, de setup, de maintenance, d'hébergement et de plugins. Et dans des versions cloud, alors, je pense que ça fait partie des questions qui ont été posées. Effectivement, que ce soit AT Internet ou Matomo, on est sur des clouds. Les données sont hébergées sur des clouds américains, donc je pense qu'on aura des réponses à vous apporter par rapport à ça, si ça n'a pas déjà été fait. Mais voilà, en tout cas, on a des solutions qui sont aujourd'hui exemptées par la CNIL et qui respectent un certain nombre de cahiers des charges, un certain nombre d'éléments du cahier des charges. Et on a également des solutions qui sont fiables et robustes en termes d'analyse et en termes de manipulation de données, avec une préférence clairement pour AT Internet, qui a cette capacité d'exploration de la donnée, de robustesse dans l'infrastructure technique qui est beaucoup plus forte que celle de Matomo. Un dernier élément, et on pourra passer aux questions, on a fait la démo sur les outils, c'est quels que soient vos projets, il est vraiment très important de prendre en compte dans vos projets de migration un certain nombre de critères. Quand on change d'outil, il y a déjà un premier critère qui est pour moi le premier critère essentiel, c'est votre capacité à conduire le changement. Parce que changer d'outil analytique, ce n'est pas neutre. Il faut former les équipes, il faut adapter des outils.
Et évidemment, après, s'interroger par rapport, deuxième catégorie de critères, l'adéquation de l'outil à vos besoins métiers, en termes d'audience de site, de complexité du tracking, la capacité à personnaliser vos interfaces, la capacité de l'outil à se connecter à votre stack technique, et puis surtout la présence d'une API, parce que finalement, quand on a un outil qui a une API, on est quand même capable derrière de retraiter la donnée dans des data lakes, enfin de stocker la donnée dans des data lakes et de pouvoir la retraiter par ailleurs dans des outils de data vis. Et puis après, évidemment, on a des critères autour des fonctionnalités, autour de la mise en œuvre technique, les tarifs, l'évolutivité de la grille tarifaire, l'anticipation des coûts cachés, et puis aussi, bien sûr, la présence d'un support et d'un réseau d'intégrateurs sont des critères classiques sur la partie analytics. Voilà, alors on termine à l'heure, mais un peu en retard par rapport aux questions. On va peut-être en prendre une ou deux quand même. Après, de toute façon, je ne vous empêche pas de vous déconnecter, même si vous avez des contraintes. Alors, Jean-Christophe, le tracking analytics via une alternative comme Matomo et l'utilisation de segments d'audience exportés avec Google Ads pour de la publicité ciblée est-il aisé niveau implémentation et réactif? Je peux répondre. Malheureusement, non. Avec Matomo, on n'a pas le même type de pont aussi efficace entre Google Analytics et Google Ads. Vous pouvez avoir un pont entre les deux pour exporter des conversions. Par contre, d'un point de vue segment d'audience, ce n'est pas possible. Vous devrez forcément les analyser d'une part dans Matomo et envisager de les recréer derrière dans Google Ads. Mais c'est certain que Google Analytics, de fait, de ce point de vue-là, il y a une capacité d'activer la donnée sur l'écosystème Ads, mais aussi en personnalisation en A/B test qui est extrêmement facile. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la place de Google. Vous avez un outil qui est gratuit, qui est en plus simple à activer. Voilà, évidemment que c'est des critères qui favorisent son utilisation. Le prix des alternatives dépend-il du nombre d'events par minute? Une idée du prix pour 1200 hits par minute? Alors, je peux répondre aussi. Je confirme que le prix va dépendre de ces éléments-là, surtout pour AT Internet. Il faut savoir quand même qu'avec la tarification qu'a fournie Lionel, soit 355 € par mois, elle permet d'aller jusqu'à 500K hits, donc events, pour reprendre le terme, ce qui est beaucoup. Sur Matomo, ça va surtout dépendre, en fait, effectivement, de votre volume de trafic et des options que vous allez activer. Une question de Valérie. Si on a Matomo et GA en parallèle, est-ce qu'on doit supprimer complètement GA ou est-ce qu'on peut attendre les éventuelles évolutions? Là-dessus, peut-être que Sébastien pourra m'aider, mais ce qui est certain, si vous avez les deux outils, c'est déjà une bonne chose. Puisque normalement, si vous avez correctement implémenté vos outils, vous bénéficiez d'exemptions CNIL avec Matomo, donc davantage d'informations, et que vous avez du coup bloqué GA tant que vous n'avez pas le consentement. C'est une bonne chose d'avoir ces deux outils en parallèle. Par contre, on l'a dit jusqu'ici, et c'est ce qu'a très bien présenté Sébastien tout à l'heure, vous vous soumettez potentiellement à une mise en demeure de la CNIL, compte tenu de tout ce qu'on a démontré jusqu'ici. Moi, je confirme. En fait, c'est une question de. J'ai répondu aussi à une question dans le chat, je crois, là-dessus. C'est une question de rapport bénéfice-risque. Donc, les deux outils fonctionnent techniquement en parallèle et ça marche. Après, la question, c'est est-ce que vous voulez courir le risque financier et ou d'image d'être mis en demeure suite aux positions des autorités de contrôle. Voilà, le choix est vôtre en tout cas. Techniquement, ça fonctionne. Juridiquement et réglementairement, il y a un risque qui se crée. Et vous ne pouvez plus dire que vous l'ignorez, puisque les mises en demeure ont été faites publiquement et c'était l'objectif de la CNIL. C'est pour ça qu'elle a anonymisé aussi le nom des sociétés concernées, même si on sait qu'il y a 3 sociétés en France qui étaient visées par les plaintes liées à Google de non-your business. Mais bon, à vous de voir. Très bien. Allez, une petite dernière question qu'on va prendre, parce que je ne les avais pas prises dans l'ordre. Doit-on recommander un changement d'outil digital qui induit des coûts additionnels alors qu'un nouvel accord se négocie? Bon, tu as répondu, Sébastien. Mehdi, tu as répondu, super. L'intégration de documents Google Doc sur un site web intégré via des iframes.
Je ne vais pas m'avancer, j'ai peur de répondre à côté. Sébastien? Moi, ce que je dirais surtout, c'est que ça dépend de ce qu'il y a dans le Google Doc. La question, c'est toujours une question de données concernées et de risques pour les personnes concernées par les données. Le numéro de sécurité sociale. Ouais, voilà. Oui, mais si, en gros, si vous mettez la liste de votre, imaginons que vous avez 100 000 clients sur un site e-commerce, vous mettez les coordonnées et l'ensemble des achats de tous vos clients, vous procédez à un transfert de données en dehors de l'Union européenne auprès d'un acteur américain. Donc, vous êtes en train de faire un transfert de données en dehors de l'Union européenne. On a une question aussi sur l'historique. Je vois que Julien est en train d'y répondre sur l'historique en cas de changement d'outil. Je peux répondre si tu veux, Lionel. Vas-y. Il est possible d'importer l'historique GA dans Matomo, ce qui est un avantage. Ça fait partie des informations qui seront dans le benchmark complet que vous pourrez télécharger. En revanche, pour AT Internet, c'est plus délicat. Et ça doit être quelque chose géré en direct avec le support AT Internet. Et je crois que c'est pas simple, hein, l'import d'historique nativement dans AT Internet, mais par contre, dans tous les cas, il est encore une fois possible, grâce aux API, de pouvoir déverser les données dans un data lake qu'on peut visualiser ensuite dans un outil de BI, Data Studio, Power BI ou autre. C'est juste plus fastidieux, mais on pourrait très bien exporter les données GA d'audience de grandes dimensions, de grandes métriques, les déverser dans un data lake pour les revisualiser derrière et avoir un début d'historique sur des grandes métriques. C'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le… Je vais juste préciser une petite chose, à la limite. Je vais faire le lien entre deux questions, la question sur le Google Docs et la question sur les coûts additionnels et les changements d'habitude s'il y a un nouvel accord entre les US et l'UE. Il y a un point qu'il faut comprendre. L'année dernière, au mois de juillet, le gouvernement donc français a demandé au travers de la DINUM, donc c'est la direction du numérique au sein des différents ministères, de bloquer tous les projets liés à l'implémentation de Microsoft Office dans l'administration. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau des administrations et des collectivités publiques, le gouvernement pousse sur le fait qu'il faut limiter au maximum les transferts et bloquer tous les projets qui conduiraient à des transferts qui exposerait des données à caractère personnel sur des territoires ou auprès d'acteurs qui ne seraient pas immunisés de toute réglementation extraterritoriale. Donc, ça veut dire que si on met ça en parallèle des priorités 2022 de la CNIL qui sont le contrôle, enfin une priorité de contrôle qui sera le recours au cloud, aux services dans le cloud, je vous enjoins vraiment à prendre en considération ce que je vous mettais dans les slides, c'est quand vous avez un nouveau produit, un nouveau projet à lancer, posez-vous la question aussi de la localisation et des solutions que vous utilisez et à fonctionnalité et tarifs équivalents, prenez en compte la question de la localisation dans vos critères de choix. Parce que tout est en train de se durcir sur ces choses-là. Donc, faites attention, il n'y a rien de pire que de faire deux fois la même chose. Et du coup, de devoir mettre par terre le coût d'un projet, le setup d'un projet et l'investissement que demande un projet parce qu'il y a des modifications réglementaires. Donc, à solution identique, faites les bons choix. Pardon. Et appuyez-vous sur des DPO, sur des conseils en protection des données pour faire de la veille parce que tous ces éléments changent assez rapidement. Et nous, on baigne à l'intérieur, donc on sait ce qui est en train de se passer. Voilà. Merci Sébastien. On est désolé, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On pourrait y passer la journée. On aimerait bien y passer la journée, mais je pense qu'on a tous vous avez des contraintes pour aujourd'hui. On est à votre disposition pour répondre à vos questions ultérieures. Juste pour préciser, vous allez recevoir un mail. Vous pourrez accéder au replay. On vous demanderait juste de prendre 1 ou 2 minutes pour répondre aux questionnaires de satisfaction. On va également organiser un prochain webinaire le 7 avril, toujours avec Sébastien et également avec Lucille chez Empiric, concernant la publicité digitale sans cookies. Quelle alternative pour la personnalisation et la mesure, hein, dans la continuité de tout ce qui se passe au niveau des restrictions réglementaires et techniques autour des cookies. C'était l'objet initial d'ailleurs du webinaire. On avait plutôt prévu initialement d'avoir un webinaire généraliste par rapport au RGPD et l'anniversaire de la mise en application des directives de la CNIL il y a 1 an, mais vu l'actualité, on l'a réorienté sur Google Analytics. Donc, vous pouvez vous inscrire, voilà, et vous recevrez donc de toute façon dans l'email Livestorm
le lien d'inscription vers ce webinaire, vers le benchmark qu'on vous mettra à disposition la semaine prochaine. Voilà, c'est beaucoup de travail de notre part et voilà. Et donc, du coup, on souhaite vraiment vous mettre une information qui soit la plus fiable possible. On espère que vous avez appris des choses. On espère qu'on a été clair. Et on vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et à très vite. Merci. Merci à tous. Merci à tous.